Salut les trackers et bienvenue dans le bonus de votre podcast préféré. Dans quoi investissent les Belges ? Quels sont les produits les plus recherchés et quelles sont les nouvelles tendances des investisseurs ? Febelfin, la fédération belge du secteur bancaire, a posé ces questions à plus de 2000 investisseurs âgés de 16 à 79 ans pour réaliser une étude que je vous propose d'analyser en détail avec Jeroen Sommers, spécialiste de la gestion d'actifs chez Febelfin. Jeroen, bonjour. Bonjour. Alors, le premier constat de cette étude, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en avant, mais qui se confirme d'année en année, c'est que ça devient de plus en plus populaire d'investir. Oui, tout à fait. Donc, on voit ça dans les chiffres aussi que de plus en plus, les gens commencent à investir, pas uniquement les âgés, disons, mais aussi les jeunes. C'est très positif à voir. Et on voit que le gros boom qu'il y a eu pendant le Covid, les gens étaient bloqués chez eux, beaucoup d'argent dans les comptes épargne, les marchés qui s'étaient écrasés, eh bien, ce boom continue. On est dans votre étude à 47%. Ouais, donc 47% des Belges investissent dans des produits financiers, autres que des produits d'épargne. Et je pense que oui, le moment Covid où tout le monde était à la maison, ils avaient du temps pour se renseigner, pour essayer. Donc, ils ont commencé à investir, mais on voit que ça continue. Donc, je pense que les gens commencent à comprendre, et ceux qui n'ont pas encore investi avant, commencent à comprendre c'est quoi la valeur ajoutée d'investir, pourquoi le faire. Ils ont aussi un peu eu de la chance que les marchés ont continué à augmenter, donc ils ont vu un effet positif, et donc ça encourage évidemment les gens à continuer à investir. Alors dans les freins qui bloquent un petit peu l'accès au marché au grand public, on note aussi qu'il y a un manque d'informations. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion et dans quel état sont informés les investisseurs belges ? Donc oui, comment on est arrivé à ces résultats ? En posant la question. Donc voilà, pourquoi vous n'investissez pas ? La réponse était pour presque la moitié, je pense, pas avoir suffisamment d'informations. Et donc c'est un point d'attention pour nous en tant que fédération d'assurer que les gens trouvent l'information dont ils ont besoin pour faire des investissements. Et donc, du côté Febelfin, on travaille sur les matériaux éducationnels. Donc, on essaye de mettre à disposition de l'information aux investisseurs potentiels ou existants via le biais des sites web, des brochures, des vidéos où on essaye d'expliquer c'est quoi investir, c'est quoi un fonds d'investissement. Vous avez même un club Invest, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelques années, on a créé un site web qui s'appelle clubinvest.be où on explique ce genre de concept. Vraiment pour des gens qui n'ont pas de connaissances, des concepts de base, jusqu'à un peu plus en détail comment ça fonctionne exactement, un fonds d'investissement, c'est quoi les actions. Donc oui, on essaye comme ça d'offrir aux gens quand même des infos utiles. Et alors, on vous voit régulièrement sur les réseaux sociaux aussi avec des petites vidéos. Sur les hackers notamment. Ouais. Et dans votre étude, vous pointez ce qu'on appelle les finfluenceurs, donc les influenceurs financiers. En quoi sont-ils dangereux pour les jeunes qui nous écoutent ? Pas tous les finfluenceurs, évidemment, sont dangereux, mais il y a de toutes sortes, comme toujours dans la vie. Et donc là, il faut faire attention de bien comprendre qu'est-ce qu'est leur histoire, ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que ce sont des rêves ? Donc on doit toujours avoir attention des risques de vouloir devenir riche le plus vite possible. Quand un finfluenceur fait ce genre d'histoire, alors il faut faire attention, parce que devenir riche sans risque, ça n'existe pas. C'est une illusion. Et c'est ça notre message aussi. Faites attention aux finfluenceurs. Essayez de bien comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Regardez aussi un peu autour de vous. Qui est riche de vos amis ou familles et comment ils sont devenus riches. Je ne pense pas que la majorité est devenue riche en faisant un investissement sur 1 an ou 2 ans. Donc il faut un peu bien réfléchir et donc là faire la distinction qui des finfluenceurs est quelqu'un qu'on peut suivre ou pas. Pourtant, ils ont du succès, tellement même que dans le monde financier, il y a certaines banques, il y a certains brokers qui essayent aussi de les avoir de leur côté parce qu'ils sont populaires. Oui, donc c'est une manière évidemment de trouver
le public, parce que du côté des banques ou institutions financières, on a les clients, on a les relations bancaires évidemment avec ces gens, mais oui, faire une campagne médiatique pour passer notre message, évidemment ça aide si on peut trouver les gens qui s'intéressent aussi aux jeunes. Et donc oui, on peut utiliser des influenceurs pour faire passer un message, mais il faut s'assurer que le message même, le vrai message est correct et complet, et que ce message ne parle pas uniquement des avantages, mais aussi des risques. Et alors vous avez bien mentionné l'objectif de rendement, et c'est vrai que quand on a un objectif à 2 chiffres par exemple sur une période aussi courte qu'1 an, même 5 ans, ça sent l'arnaque. Ouais, c'est peu probable. Donc, si on fait des investissements, il faut savoir qu'on fait ça pour long terme. Et donc, l'horizon d'investissement est important. Si aujourd'hui, par exemple, on a 1 000 € et on veut avoir 100 000 € dans 2-3 ans, bon, ça ne sera pas possible en faisant des investissements. Il faut être réaliste. Et donc, là aussi, il faut voir quel type de produit j'achète, quel instrument, quel type de rendement est-ce que ça peut me donner. Et sur combien de temps j'ai besoin de ce rendement. Et alors, il faut analyser son portefeuille ou ses possibilités comme ça. Et pas penser, voilà, aujourd'hui, j'ai très peu d'argent et demain, je veux être riche, donc essayons. Non, il faut bien préparer, bien réfléchir, bien se rendre compte qu'un horizon d'investissement, le temps, peut faire son boulot. Et justement, par rapport aux produits d'investissement, ce qui est aussi intéressant dans votre étude, c'est que vous balayez un petit peu tous les produits hors compte épargne, hors immobilier, dans lesquels les Belges investissent, les produits financiers. Et là, on voit aussi une tendance avec l'âge qui se dégage. Les produits d'assurance, par exemple, les fonds épargne-pension sont un peu plus remplacés par des actifs plus risqués, comme les actions et la crypto-monnaie. Les Belges en général, on voit des produits pour la pension complémentaire, les fonds d'investissement, des produits d'assurance. Donc, ce sont plutôt les grands produits qui sont représentés dans leur portefeuille. Par contre, si on regarde les portefeuilles ou les produits des jeunes, là, on voit aussi évidemment les fonds d'investissement et les pensions complémentaires, parce que ce sont des produits matures, stables et fiables. Mais on voit quand même, comme vous dites aussi, des actions sociétés cotées. Bon, il n'y a rien contre, mais ça nécessite déjà une certaine connaissance et voilà, de pouvoir faire une analyse fondamentale des sociétés, mais c'est plus risqué aussi. Mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on ne voit pas chez les âgés, c'est tout ce qui est les crypto-monnaies. Donc là, on voit que c'est fort représenté parmi les jeunes. Oui, dans votre étude, c'est 1/5 à peu près tout à fait, des 20%. jeunes interrogés. Donc, c'est entre quel âge et quel âge les jeunes 16 et 30. Donc, voilà. Donc les jeunes, les vrais jeunes. Et donc là, oui, les crypto-monnaies, bon, je pense que c'est aussi le monde dans lequel ils vivent. Donc la technologie, tous les nouveaux développements, ça attire les gens. Mais je pense aussi que c'est le FOMO, le peur de rater des occasions, des opportunités. Donc là que les gens, ils voient peut-être des influenceurs ou des autres qui ont gagné de l'argent et qui croient peut-être, ok, ça je dois faire aussi parce que c'est une manière de gagner de l'argent assez vite. Et donc voilà, je reviens sur mon point que j'ai fait avant, devenir riche sur court terme, c'est difficile. Et donc les cryptos, je suis pas trop en faveur, parce que c'est un marché pas mature, c'est pas réglementé, et donc c'est très volatile. Donc c'est pas uniquement des profits qu'on sait faire, on peut aussi perdre le tout. Et donc il faut être très conscient de ces risques avant de mettre de l'argent dedans. Et voilà, si quand même les gens veulent le faire, bon, faites pas avec tout l'argent que tu as, mais avec une très petite partie. Oui, c'est ça. On ne fait pas tapis sur des actifs aussi risqués. Ouais. Alors, les actions sont aussi risquées, mais il y a un cadre réglementaire qui n'existe pas dans la sphère crypto. Ouais. Il y en a qui disent que c'est le Far West. Et on a reçu ici des jeunes investisseurs ou des moins jeunes investisseurs qui se sont fait arnaquer. On a aussi reçu des spécialistes du monde de la crypto-monnaie parce qu'il y a tout un écosystème
qui se crée sur ces bases-là, mais on rappelle quand même la différence entre un actif qui est réglementé et un actif qui n'est pas réglementé. Ouais. Oui, c'est très important à comprendre, hein. Surtout aussi les actions. Derrière ces actions, il y a des entreprises, il y a une économie. Derrière, ils produisent quelque chose, ils font quelque chose, ils créent de la valeur. Par contre, les cryptos, on ne sait pas ce qui est derrière. Il n'y a pas une économie ou une business derrière. Et donc ça, il faut bien comprendre. Donc les actions, oui, il y a des risques, mais il y a quelque chose derrière. Et donc, on peut regarder les comptes résultats, les bilans, les activités, les compétiteurs, les marchés dans lesquels ils sont actifs. Donc oui, là, c'est plus prudent dans ce sens-là. Mais évidemment, si on achète une action d'une entreprise, on prend un risque sur cette entreprise aussi. Et on le voit même avec cette année, on a eu des ETF adossés au Bitcoin, à l'Ether aux États-Unis. Donc on voit que des acteurs qui viennent du monde réglementé se positionnent sur ces actifs-là. Est-ce que c'est une tendance, selon vous, qui va perdurer quand on voit que, par exemple, les produits d'assurance sont moins populaires chez les jeunes? Est-ce que dans 20 ans, ça va être encore la part des actions et des cryptos va être encore plus importante au point de mettre en danger les assureurs? C'est difficile de dire ce qui va se passer dans le futur, mais personnellement, je ne crois pas qu'ils vont remplacer ça. Il y a une raison pour laquelle les fonds d'investissement, les produits d'assurance ou des autres sont là toujours. Ils existent déjà depuis très longtemps et je crois que ça va continuer à exister parce que ça fonctionne, ça donne, c'est réglementé, donc ça donne aussi un certain sens de sécurité aux gens, c'est géré par des professionnels, etc. Donc je ne vois pas que ça va être complètement remplacé, pas du tout. Qu'est-ce que va faire les cryptos? Je ne sais rien. J'en sais rien. Demain, ça peut être terminé, ça peut continuer, mais remplacer, non, ça je ne vois pas. Quand on est débutant, on a commencé à investir ou on a envie de commencer à investir, comment se préparer au mieux? Ouais, je pense que le plus important, c'est savoir qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je vais investir. Donc, il faut faire un exercice pour soi-même et chacun est différent. Pourquoi j'ai investi? Et donc, il faut se mettre des objectifs. Donc, est-ce que c'est pour pouvoir acheter une maison? Est-ce que c'est pour des enfants? Est-ce que c'est pour la retraite? Ou pour le numéro 1, c'est définir un objectif réaliste avec ses capacités financières et ses ambitions. Oui, absolument, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on va faire et pourquoi. Et donc, le fait de savoir c'est quoi mon objectif, qu'est-ce que je veux réaliser, donc quel montant est-ce que j'en ai besoin et dans quel délai je peux réaliser tout ça, ça va déterminer dans quel type d'instrument on peut investir. Si on a 5 ans ou 10 ans, c'est autre chose que si on a 30 ou 40 ans. Si on a besoin de faire doubler l'argent ou juste de faire accroître à 5% par an, ça va déterminer quel type d'instrument va pouvoir aider. Et donc, il y a une règle qui dit que plus on veut du rendement, plus on sera tenté par des actifs risqués. Le rendement risque, c'est toujours lié. Donc, comme vous dites, il faut faire attention. On ne peut pas rêver non plus. Si on regarde la bourse, par exemple, dans les dernières dizaines d'années, en moyenne, ça fait un rendement de 6% par an, en moyenne. Donc, voilà, on ne doit pas rêver de faire 20% par an non plus. Et donc, oui, le plus de rendement qu'on veut avoir, le plus de risques on doit prendre. Et l'inverse. Ouais. C'est ça aussi que je constate à force d'interviewer des jeunes personnes qui investissent, c'est que on se rend pas toujours compte du lien qu'il y a entre l'épargne et l'investissement. Quelles sont les bonnes choses à savoir pour, on entend parfois dire des gens faire travailler son épargne, mais je pense que c'est lié dans l'éducation financière. Quand je vois la relation entre épargner et investir, il faut faire les deux. C'est pas l'un ou l'autre. Donc, avant de pouvoir investir, il faut avoir de l'argent. Et je prends même l'étape avant. Il faut faire son budget, savoir qu'est-ce que je gagne tous les mois et qu'est-ce que je dépense. Et donc, est-ce que je sais épargner? Et si la réponse est oui, alors on peut continuer. Si la réponse est non, il faut déjà un peu regarder les dépenses ou comment gagner plus de l'argent en travaillant ou faire autre chose. Mais donc, voilà, la première étape, c'est épargner. Et une fois qu'on a épargné suffisamment, on doit quand même avoir, je dirais, un buffer, une réserve de cash pour des situations imprévues. Mais une fois qu'on est là, on peut dire, voilà, maintenant, tous les cash que je vais générer en plus, je peux commencer à investir. Et donc, c'est là où je fais la relation entre les deux. Il faut les deux. Mais bon, évidemment, épargner, c'est mettre du cash de côté.
Investir, c'est essayer de faire fructifier son argent, donc de créer de la valeur, c'est via des plus-values ou des dividendes ou revenus à avoir, mais il y a plusieurs possibilités. Et donc ça, c'est investir. Mais investir, c'est sur long terme, pour son objectif, dans l'horizon de temps qu'on a prévu. Et on revient sur ce vieil adage aussi de n'investir que de l'argent dont on n'a pas besoin. Absolument, ouais. Parce que sinon, il faut toujours aussi voir les risques. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? Et donc, si la réponse est « je peux perdre 20%, 50%, 100%, alors il faut être préparé à cette situation. On peut investir avec de l'argent dont on n'en a pas besoin, mais ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qu'on veut perdre. Donc ça, c'est le but d'investir, c'est d'être conscient des risques, mais avec un but, évidemment, de faire fructifier son argent. Comme le veut la tradition dans nos podcasts, nous proposons à nos invités d'entrer directement en interaction avec vous, chers auditeurs, en vous posant une question. Question à laquelle vous pouvez répondre en rejoignant notre groupe Les Traqueurs de l'Écho sur Facebook ou en nous écrivant à l'adresse podcast@leco.be. On écoute la question de Jeroen. J'aimerais demander aux traqueurs de l'Écho de quoi vous avez besoin exactement en tant qu'information qui vous manque encore pour faire la démarche vers l'investissement. Envie de répondre à Jeroen? Écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be ou rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'Écho. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre série Tuto Bourse, je vous propose d'aller jeter une oreille à cette série de 10 petits épisodes qui vous donnent les bases pour commencer à investir. Nous mettons le lien de ces podcasts dans les notes de l'épisode. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau podcast de la série Tracker Plus. Vous savez, cette suite de rencontres avec les professionnels de la finance qui nous ouvrent en exclusivité leur portefeuille. Ce sera au tour de Gisèle Duenas-Leiva, spécialiste des fonds chez BlackRock Belgique. Elle nous racontera son histoire avec les marchés.